Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h48, bienvenue. Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole d'En Marche. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Comment sortir du conflit sur la réforme des retraites? Qu'est-ce qui est envisagé? Qu'est-ce qui est envisagé? C'est ce que le Premier ministre a présenté la semaine dernière, c'est-à-dire on assume un engagement de campagne qui était de dire qu'il faut sauver notre régime, qui est un régime par répartition, mais qu'il faut aussi pouvoir le moderniser pour qu'il soit beaucoup plus juste et beaucoup plus lisible. C'est-à-dire on passe à un régime par points et un régime universel qui veut dire la suppression des régimes spéciaux de retraite. Après, il y a encore des points qui peuvent être négociés. On l'a dit. Qu'est-ce qui peut être, alors c'est ça, qu'est-ce qui peut être négocié? Parce que on voit qu'il y a quand même un blocage, une relative impasse. Là. C'est sûr qu'avec Philippe Martinez, il y aura toujours une impasse. Parce qu'à partir du moment où lui ne veut rien changer, où lui ne veut pas supprimer les régimes spéciaux de retraite, moi je ne sais pas expliquer encore une fois à des Français. Il faut retirer ce projet et puis on discute après. Bien sûr, donc en fait on oublie la réforme et après on discute. Je ne sais pas de quoi on discute. Du coup, s'il n'y a plus de réforme à discuter. Non, il dit on n'oublie pas la réforme, mais on rediscute de la réforme. La seule proposition qui soit faite, d'ailleurs, que ce soit par Jean-Luc Mélenchon, que ce soit par Marine Le Pen, que ce soit par Philippe Martinez, c'est surtout que rien ne change. Ou alors, éventuellement, retour à la retraite à 60 ans, sauf qu'ils ne savent pas le financer. Moi, je ne sais pas expliquer à des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, vous savez, en fait, là, on va revenir à la retraite à 60 ans. Par contre, du coup, vos pensions de retraite, on n'est pas sûr de pouvoir vous les garantir. On n'est pas sûr de pouvoir vous les financer. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est comment on a la pérennité de notre régime de retraite. Comment on garantit à ceux qui sont aujourd'hui à la retraite que leurs pensions ne vont pas baisser et qu'elles vont pouvoir même continuer à être augmentées. Et comment on garantit à ceux qui aujourd'hui travaillent qu'ils auront bien une retraite. Ma génération, clairement, je pense qu'il n'y a pas une personne qui y croit aujourd'hui dans le système actuel. Tout le monde sait de toute façon, ça ne marchera pas pour moi. Donc il faut en effet qu'on puisse continuer à négocier avec ceux qui acceptent l'idée de la réforme. Je pense notamment à la question de la pénibilité, où je pense qu'il y a probablement encore des marges de négociation importantes. Alors, la pénibilité, est-ce que l'âge d'équilibre également, c'est négociable? La CFDT l'a dit, c'est ce qui visiblement a surpris la CFDT qui s'est mis ensuite dans le conflit. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y avait pas de totem. C'est pas une religion, l'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre, 62 ans, 64 ans. L'âge d'équilibre, c'est quoi? C'est de dire, on a promis pendant la campagne présidentielle, et on s'y tient, qu'on maintiendrait l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et ça, c'est important déjà de tenir ses promesses, et important aussi qu'il y ait un référentiel pour les Français. Par contre, il faut encore une fois qu'on puisse financer notre régime, qui est un régime de solidarité. Pour cela, il y a 4 solutions, il n'y en a pas d'autres. Soit on continue à faire de la dette, sauf que la dette, c'est aujourd'hui 30 milliards d'euros par an qu'on paye d'intérêt de la dette. Donc à un moment, on investit aussi moins dans notre pays parce qu'on est quand même tributaire de cela. Soit c'est la baisse des pensions de retraite, et ça, c'est pas envisageable qu'on puisse baisser des pensions de retraite qui parfois sont déjà trop faibles. C'est ce qui se passera avec l'âge légal maintenu à 62 ans, et il y aura un malus si vous prenez dès 62 ans. J'explique juste sur la fin, sur le financement. Non, c'est pas du tout la baisse des pensions de retraite. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce serait une baisse si vous le prenez avant dès 62 ans. Si vous prenez votre retraite à 62 ans, vous aurez un malus de 5% dans un premier temps, 5 autres pourcents, et ce sera 10%. Non, attendez. C'est vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Non, d'abord, je finis d'expliquer les choses. Parce que mais le sujet, il est important, donc je finis d'expliquer les choses. Allez-y. Sur la question, encore une fois, du financement, on ne peut pas dire qu'on va baisser les pensions de retraite. Baisser les pensions de retraite, ça veut dire que ceux qui aujourd'hui sont à la retraite verraient une baisse. Il n'y a pas de bonus ou de malus pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Ceux qui sont aujourd'hui. Ça ne change rien. Pas plus que le système nouveau ne changera quoi que ce soit pour ceux qui sont à 5 ans de la retraite. Je finis juste sur le financement. Je vous dis, soit on continue à faire de la dette, soit on baisse les pensions de retraite, soit on augmente les cotisations, c'est-à-dire les impôts des Français, soit on dit en effet on va travailler un peu plus longtemps. Cotisation, c'est pas des impôts. Attention. Oui, je pense mais il y a une grande nuance. Mais ça n'a rien à voir. D'accord, mais quand vous dites aux Français vous allez cotiser plus, ça veut dire vous aurez moins de pouvoir d'achat. Ça veut dire on baisse. Oui, mais ne confondez pas. Je ne confonds pas. Je sais bien que les cotisations sociales ne sont pas de l'impôt. Sauf que à la fin c'est votre pouvoir d'achat. Donc quand vous cotisez plus, il vous reste moins à la fin du mois. Donc moi, encore une fois, est-ce que vous avez envie de dire aux actifs, en fait vous allez cotiser plus tout au long de votre vie? Moi, c'est pas mon choix. Donc encore une fois, si la CFDT considère que l'âge d'équilibre, c'est-à-dire de dire l'âge légal reste à 62 ans, mais on va demander aux Français et on va les inciter à travailler plus, avec en effet une décote et une surcote. Il y a aussi la surcote dans ces cas-là. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions parce que justement, ça vous permet, encore une fois, de ne pas avoir à cotiser plus tout au long de votre vie. Et déjà, les Français le font. Ils ne partent pas aujourd'hui à 62 ans. Ils partent en moyenne à 63,4 ans. Oui, 62,7. Moi, j'ai, mais 63,4. Sachant qu'un Français sur 2 dans le privé qui arrive quasiment n'a plus d'emploi. C'est ça le principal problème.
Je suis désolée, c'est quoi cette statistique? Ça, ce sont des statistiques où les Français qui arrivent en retraite et qui sont dans le privé, la plupart du temps, n'ont plus de travail. Les gens qui arrivent à la retraite n'ont plus de travail, je comprends pas la phrase. Bien sûr. Si, vous verrez, vous regarderez les statistiques. Beaucoup des gens qui arrivent aujourd'hui à l'âge légal de retraite n'ont plus d'emploi depuis quelques années. Mais qu'il y a un problème sur l'emploi des seniors, je l'entends. C'est pas un problème, c'est majeur. Et le gouvernement ferait mieux de travailler sur ce sujet. Mais le gouvernement y travaille. Le gouvernement y travaille parce que vous savez qu'on a quand même le taux de chômage le plus bas en France depuis 10 ans. On a quand même réduit le chômage dans notre pays. Sur les seniors. Mais sur l'ensemble des classes d'âge, on a le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans dans notre pays. Donc à un moment, on travaille l'ensemble. Mais moi, je suis désolée. Qu'est-ce qui a fait aussi à un moment que dans ce pays, il y avait une fracture en permanence, qu'on ne croyait plus à la politique, c'est qu'on ne tenait pas nos engagements. Donc moi, je ne vais pas dire aujourd'hui aux Français, ici sur votre antenne, mais en fait, vous savez quoi? Les engagements qu'on a pris devant vous en 2017 sur la pérennité de notre système de retraite, on les oublie. Si certains veulent proposer d'autres projets, qu'ils proposent d'autres projets. Sauf qu'aujourd'hui, j'entends personne nous dire comment il garantit la pérennité de notre régime par répartition. Est-ce qu'ils veulent qu'on passe à un régime par capitalisation ou c'est le chacun pour soi et chacun se débrouille? Moi, c'est pas le système dans lequel j'ai envie de vivre. Oui, voilà, mais il faudra travailler sur cette question et vous le savez, des seniors quand même. Mais c'est ce qu'on fait déjà. Oui, c'est ce qu'on fait déjà. On avait cru comprendre que ces dernières années, les plus de 50 ans n'avaient plus leur place dans la société. C'est ce qui était dit dans beaucoup d'espaces. Heureusement qu'il y a beaucoup de plus de 50 ans qui ont largement et toute leur place dans notre société et qui travaillent. Et encore une fois, la moyenne d'âge de départ à la retraite dans notre pays, c'est 63,4 ans, ce qui signifie bien qu'à plus de 50 ans, on a encore et heureusement un avenir professionnel. Estimez-vous qu'il y a une part d'irresponsabilité de certains syndicats aujourd'hui? Certains d'entre eux, oui. C'est notamment le cas en effet de la CGT, puisque je vous dis, à part dire retirer la réforme, il n'y a pas de proposition alternative sur ce qu'il faudrait faire. Et encore une fois, je pense qu'on peut quand même considérer dans notre pays qu'on doit avoir les mêmes droits et qu'on ne peut pas avoir des droits supplémentaires parce qu'on travaille à la SNCF ou à la RATP. Ça n'est plus entendable aujourd'hui. La pénibilité de ce métier, elle n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Autre gros problème, en tout cas cette semaine pour le gouvernement, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé de cette réforme, justement des retraites, et qui est au gouvernement. Comment est-ce qu'il peut rester aujourd'hui après avoir violé la Constitution? Ça, c'est le gouvernement qui en décidera. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a reconnu en effet une erreur, qu'il l'a corrigé, et heureusement qu'il l'a corrigé, qu'il l'a corrigé vite. Moi, je ne peux que vous dire ça. Et je pense qu'il a commencé et continué toutes les négociations avec les partenaires sociaux depuis 2 ans, et que personne n'a remis en question depuis 2 ans sa légitimité. Aujourd'hui, Philippe Martinez le fait. Il a peut-être aussi d'autres intentions uniquement que celle du départ ou non de Jean-Paul Delevoye. Non, mais c'est choquant. Vous-même, vous êtes, j'imagine, choqué aussi. Mais je comprends très bien que les Français aient pu être choqués sur les oublis dans cette déclaration. Je m'étonne aussi du rôle de la haute autorité. À un moment, ça faisait quand même 2 ans que le haut commissaire était présent. Donc 2 ans qu'il avait déjà rempli sa déclaration et 2 ans du coup qu'on aurait pu lui dire que vraisemblablement il y avait des oublis qui y figuraient puisque cette déclaration, elle était déjà remplie. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où ça a été signifié, il a tout rectifié, tout dit, et vous voyez bien aussi qu'il y a des choses qui sont d'ordre très diverses. Quand vous êtes au conseil d'administration d'une association sur l'orchestre à l'école, en effet, on peut peut-être considérer que vous n'avez pas vu le rapport immédiat qu'il y a avec la réforme des retraites, et de fait, il n'y a pas d'enjeu et vous n'êtes pas rémunéré pour cette fonction. Là où ça bloque, c'est quand il y a rémunération. Mais j'entends complètement, et encore une fois, c'est une erreur. Il l'a dit, reconnu, il l'a corrigé, et heureusement qu'il l'a fait. Ce ne serait pas une surprise s'il quittait le gouvernement ? C'est pas du tout à moi d'en décider et j'ai pas l'impression que ce soit à l'ordre du jour. Oui, un mot sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur le CRIF et puis notamment aussi sur la défaite de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. Comment vous avez pris ces déclarations? Certains sont allés jusqu'à de l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon lui-même a rectifié par la suite, non? Oui, enfin, en même temps, quand vous attribuez la défaite de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne au grand rabbin britannique, et clairement, je pense que oui, en effet, ce sont des relents. Contexte, en fait. C'est pas sorti de son contexte, parce que c'est un billet de blog. Donc quand vous écrivez sur votre propre blog, sur votre propre site internet, a priori, vous savez quand même les mots que vous employez. Et Jean-Luc Mélenchon s'est suffisamment bien manié la langue française pour savoir exactement ce qu'il fait. Il y a un problème avec l'antisémitisme depuis longtemps au Labour, et c'est, je pense, et heureusement d'ailleurs, ce qui a causé une partie de leur perte aujourd'hui est celle de Jeremy Corbyn. Et je pense que la France insoumise est atteinte par la même chose. Et ça fait 48 heures que tous les dirigeants de la France insoumise se relayent pour attaquer le CRIF, c'est-à-dire attaquer une association qui lutte dans notre pays
contre l'antisémitisme. Oui. Donc à un moment, en attaquant le CRIF, on attaque ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Et je trouve que c'est assez insupportable de la part de Mélenchon. Bon, vous êtes la rapporteure aussi du sensible projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel qui a été présenté il y a quelques jours. Est-ce que la grève à Radio France actuellement peut perturber un petit peu la mise en place de cette réforme aussi? Non, parce que la réforme, elle vise justement à réaffirmer l'importance qu'a l'audiovisuel dans notre pays et aussi l'importance de l'audiovisuel public. Moi, je crois profondément qu'on a un intérêt à avoir un audiovisuel public fort parce que c'est aussi une voix différente, singulière et une diversité aussi qui existe dans notre pays sur la formation, sur la création. Moi, je regrette que cette grève perdure et j'espère surtout qu'il y aura des voies de sortie assez rapides pour les auditeurs déjà qui ont envie de pouvoir avoir accès aux services publics. Et la suppression des postes envisagés doit être maintenue? Ça, c'est la présidente de Radio France qui définit. C'est pas l'État qui fixe le nombre de postes à recruter ou à supprimer au sein de Radio France. Et heureusement d'ailleurs, pas plus que c'est nous qui ne fixons les programmes ou qui fixons les journalistes qui doivent être recrutés dans une radio. Par contre, je pense qu'il y a une logique aussi de continuité du service public et que c'est important pour les Français qui payent la redevance, de pouvoir avoir accès à nouveau à un audiovisuel public auquel ils sont attachés. Aurore Berger, le mot de la fin avec Cécile Léménibus. En réponse à la demande de la CGT de retirer le projet de réforme des retraites pour faire cesser la grève avant Noël, Gérald Darmanin a déclaré que la République ne pouvait pas subir de chantage. Et le mot chantage est forcément fait réagir sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce mot était approprié dans cette période un peu tendue ? De fait, c'est un chantage que la CGT essaye de faire. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas qu'on continue à bloquer, abandonnez la réforme. En fait, en République, c'est pas comme ça que les choses se passent. Sinon, pas de train. Si Philippe Martinez veut se présenter à des élections, il est tout à fait libre de le faire. Mais contrairement à ce qu'il pense, Emmanuel Macron n'est pas illégitime. Emmanuel Macron a été élu et il a été largement confirmé au moment des législatives puisque les Français ont souhaité qu'on ait une majorité puissante, y compris pour conduire cette réforme. Et d'ailleurs, quand vous demandez aux Français ce qu'ils pensent des différents points de la réforme, ce qu'ils pensent notamment de la suppression des régimes spéciaux, ils sont quand même beaucoup plus proches de la ligne du gouvernement que celle de Philippe Martinez. Bon, vous pensez qu'il y aura quand même des trains pour Noël ou pas? Qu'il y ait des trains, oui. La question, c'est combien. Et je pense que ça, c'est une question de responsabilité. D'ailleurs, pour le coup, la CFDT a dit qu'il fallait en effet qu'au moment de la période des fêtes, il y ait une trêve. Parce que je pense en plus que ça se retournerait contre ceux qui instiguent la grève si les Français demain ne peuvent pas rejoindre leur famille pour Noël. Journée décisive demain avec la manifestation? Décisive, je ne sais pas. Importante, oui. On verra. Je pense qu'il y aura en effet beaucoup de Français qui seront présents et qui auront des choses à dire. La question, encore une fois, c'est de savoir qui souhaite que la réforme se fasse, parce que si la réforme se fait pas, c'est notre régime qui à un moment ne pourra plus tenir. Merci Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole d'En Marche, était l'invitée ce matin de Sud Radio.